Bonjour à tous, merci pour cette invitation, en espérant pouvoir revenir un jour dans votre pays autrement qu'en visioconférence. Présenter un up-to-date est à la fois simple et compliqué. Dérouler au fil de l'eau des articles qui n'ont pas forcément de lien entre eux sans chercher à avoir une vision globale sur un sujet apparaît plutôt simple. Et compliqué parce que la sélection est forcément partiale et serait très différente en fonction de l'intervenant. Et puis il faut garder un certain rythme. Alors j'ai fait un compromis, je me suis limité à deux sujets. Un premier autour de l'anesthésie médulaire et je reviendrai ensuite sur les blocs de diffusion que je vous avais présentés il y a 2 ans. Quand cette revue de Rogers ici est sortie au milieu des années 90, j'étais un jeune chef de clinique. À l'époque, elle avait vraiment marqué les esprits. Elle montrait clairement les bénéfices de la rachianesthésie sur l'anesthésie générale en termes de morbidité et de mortalité post-opératoire. Pour nous, c'était une forme de reconnaissance de ce que nous défendions déjà depuis un certain temps, que l'arachie apportait un vrai bénéfice aux patients. Mais depuis, l'anesthésie générale a beaucoup évolué. En 20 ans, les progrès technologiques, pharmacologiques et de monitorage ont complètement changé la donne. Et puis récemment, en 2021, une étude prospective randomisée publiée dans le New England a relancé le débat. C'est une étude solide et multicentrique portant sur la chirurgie de la hanche chez les personnes âgées. Et cette fois, les résultats ne retrouvent aucune différence significative entre anesthésie générale et rachianesthésie, que ce soit sur la morbidité, la mortalité ou la récupération fonctionnelle. En clair, dans cette population, plutôt l'arachie ne faisait pas mieux que l'anesthésie générale. Bien sûr, cette étude n'a pas échappé à la critique. Vous avez ici celle qui avait été faite dans le New England, avec en rouge la réponse des auteurs concernant l'âge supérieur à 50 ans, l'exclusion des patients qui ne pouvaient pas marcher avant, pas de données sur les sédations pendant l'arachie, et puis les effets potentiels des blocs périphériques. Et donc vous avez la réponse des auteurs en dessous. Les résultats de regain ont été confirmés par d'autres travaux, l'essai Raga en 2022, aucune différence significative sur les troubles cognitifs, la mortalité et ou la durée d'hospitalisation, et la méta-analyse de Custor sortie en 2022 avec une équivalence entre rachianesthésie et AG pour la mortalité, les troubles cognitifs et les complications majeures, avec toutefois un signal favorable en faveur de l'arachie pour la fonction rénale, moins d'insuffisance rénale aiguë. En 2025, difficile donc de recommander l'arachie comme étant supérieure à l'AG dans la chirurgie de la hanche de la personne âgée. Mais si, avouons-le, c'est un peu décevant, pourtant une étude un peu ancienne a comparé l'arachie continue à l'anesthésie générale IV ou avec des gaz. On obtient une bien meilleure stabilité hémodynamique avec l'arachie continue. J'aime bien cette étude, c'est certes des petits groupes, 3 fois 14, mais ils ont inclus des patients ayant des comorbidités cardiaques qui étaient plutôt âgés. Quand on connaît l'impact de l'hypotension péropératoire sur la mortalité et morbidité à 30 jours ou 90 jours, l'étude POISE 2, par exemple, il est difficile de penser que l'arachie, en tout cas continue, garde de bonnes indications. D'ailleurs, dans cette année est sortie cette étude de Meng, qui est une étude de cohorte portant sur 90 000 patients âgés opérés d'une arthroplastie de hanche pour fracture. Après appariement, par score de propension, des patients, environ 30 000, les résultats montrent que l'anesthésie neuraxiale est associée à moins de réadmission à 30 jours, moins de complications thromboemboliques et une mortalité hospitalière réduite par rapport à l'anesthésie générale, tout en entraînant un coût d'hospitalisation plus faible. La durée de séjour était similaire entre les groupes. En conclusion, les auteurs suggèrent que l'anesthésie neuraxiale constitue une option plus sûre et plus économique que l'anesthésie générale pour les patients âgés opérés de fracture de hanche, avec les limites bien sûr d'une étude de cohorte, même si l'appariement était rigoureux. Au total, que peut-on conclure? Je vous présente ce court édito de Stone qui, à mon avis, est une bonne synthèse. Publié en 2023, avant l'étude de Meng dans RAPM, il revient sur les essais Regain et Raga avec à peu près les mêmes critiques. Il rappelle que l'anesthésie neuraxiale, par ailleurs, présente toujours des bénéfices cliniques intéressants, notamment une réduction des complications respiratoires, thromboemboliques et même, dans certains cas, hémodynamiques, ainsi qu'un moindre recours aux opioïdes. En conclusion, les auteurs insistent sur le fait qu'il ne faut pas abandonner l'anesthésie neuraxiale. Après ces essais, le choix doit rester individualisé, fondé sur les comorbidités, les préférences du patient et l'expertise de l'équipe d'anesthésique. Alors toujours sur le médulaire, où en est-on avec l'échographie? Parce que de temps en temps, la ponction peut être difficile, notamment en cas de patients obèses, en cas de présence de matériel ou de déformation de la colonne.
Pour la scoliose, par exemple, le problème, c'est la rotation vertébrale. Mais vous constatez que la rotation que nous a indiquée la sonde donne parfaitement la direction de l'aiguille. Et puis, il faut avouer qu'on n'est pas toujours très bon dans le repérage. Dans cette étude, les auteurs avaient demandé des anesthésistes de placer un repère à l'endroit qu'ils souhaitaient le long de la colonne et de préciser à quel niveau ils pensaient être. La hauteur était vérifiée ensuite en IRM et vous pouvez constater qu'en L3 L4, site habituel de la ponction pour les rachis, certains étaient en vrai en thoracique. Bref, si vous ne l'utilisez pas systématiquement, on doit pouvoir en 2025 être capable d'utiliser les ultrasons dans cette indication. Mais il faut en faire régulièrement. On commence bien évidemment pas sur le genre de dos que je vous ai montré. Il faut pratiquer régulièrement. Mais y a-t-il de nouveau, vous allez me dire? Eh bien, cette méta-analyse en réseau sortie cette année a fait le point sur le bénéfice de l'éco-repérage et également de l'éco-guidage. Elle confirme une réduction significative des échecs à la première tentative avec les deux techniques éco-guidées par rapport à la palpation, avec un niveau de preuve jugé modéré par les auteurs, mais une pertinence clinique indéniable. Les approches éco-guidées réduisent également le risque de complications et améliorent la satisfaction des patients. Alors l'éco-guidage est un peu mieux classé pour prévenir les échecs initiaux en tout cas, mais la différence avec la technique pré-procédurale n'est pas statistiquement significative. Et comme vous pouvez le voir, la variabilité semble plus importante avec l'éco-guidage. Peut-être c'est juste une hypothèse, car plus dépendante de l'expérience du praticien. Pour moi, cet article apporte une synthèse robuste et actuelle sur l'intérêt de l'éco-guidage en anesthésie médulaire. Parfois, c'est compliqué, on n'a pas toujours la même image comme vous avez à gauche. On a parfois celle comme vous avez à droite, un peu floue. Néanmoins, en pratique, il y a suffisamment d'infos dans ce cas, comme indiqué sur l'image Lance-Tout. On voit une articulaire, on voit l'ombre de l'épineuse, et puis surtout, on voit la partie postérieure du corps vertébral, et tout ça est suffisant pour réaliser la ponction à la bonne hauteur et dans la bonne direction. Les blocs de diffusion maintenant, je vous en ai parlé il y a 2 ans. Nous n'allons pas tous les revoir, j'en ai sélectionné 3. Je vais d'abord systématiquement les replacer dans leur réalité anatomique, car c'est important pour comprendre ce que l'on peut en attendre en pratique. Juste pour rappel les définitions, on distingue les infiltrations faites par le chir, nous n'en reparlerons pas aujourd'hui. Les blocs nerveux consistent à injecter un anesthésique local, et dans ce cas, on voit le nerf, on voit l'aiguille, on voit le produit. Le taux de succès, pour ne pas dire 100%, il est en tout cas supérieur à 95%, et en plus, on peut tester. Les blocs par diffusion consistent à injecter l'anesthésique locale dans un plan sur le trajet supposé de structure nerveuse. Il ne nécessite pas de repérage précis du trajet nerveux. Et là, le taux de succès, il est entre quelque chose et autre chose, et c'est rare de pouvoir les évaluer correctement, et puis en plus, on ne peut pas tester. Alors, le bloc du quadratus lumborum, QLB, concernant l'anatomie, voici un schéma. Théoriquement, la diffusion de la solution d'anesthésique locale à ce niveau peut atteindre le nerf sous-costal, T12, le plan transverse de l'abdomen, où passent les nerfs thoraco-abdominaux, ainsi que les nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique. Par ailleurs, avec l'espoir pour certains de diffuser vers l'espace paravertébral et au-delà. Un autre élément est important, dont il faut tenir compte. Le muscle carré des lombes est situé entre les feuillets moyens et antérieurs du fascia thoracolombaire. Ce fascia est une structure aponévrotique complexe qui entoure les muscles du dos tout le long de la colonne, formant une sorte de tube céphalocodal. Donc ce fascia est généralement décrit comme étant composé de 3 couches, postérieure, antérieure et moyenne. C'est une structure solide qui participe au maintien du tronc. Alors, quid de la diffusion ? Dans cette étude de l'équipe belge de Philippe Gauthier, les auteurs ont comparé la diffusion de l'anesthésique locale au scanner entre les 3 sites d'injection connus. QLB1 au niveau du bord latéral du carré des lombes, en 2 sur la partie postérieure du muscle et en 3 sur la partie antérieure. Notez d'abord que le produit reste majoritairement là où on l'a injecté. En ce qui concerne les structures nerveuses, on peut logiquement envisager un bloc des nerfs intercostaux dans leur trajet autour du carré des lombes et entre les muscles de la paroi abdominale, ce qu'on peut appeler en pratique un tap bloc. Par ailleurs, en ce qui concerne la diffusion vers l'espace paravertébral, vous pouvez noter qu'en pratique, cette diffusion, même avec le QLB3, est soit inexistante, soit limitée avec une pertinence clinique faible, au mieux 20% avec le QLB3. Bref, avec ce type de bloc, on réalise à peine plus qu'un tap bloc, mais peut-être un super tap bloc.
Dans cette étude de Georges parue dans la RAPM l'année dernière, qui a comparé le QLB au TAP, après chirurgie colorectale et laparoscopique chez 153 patients qui étaient par ailleurs inclus dans un protocole ERAS, les auteurs ont mis en évidence une diffusion anesthésique plus large et plus haute dans le QLB, en moyenne 4,2 dermatomes contre 2,7 pour le TAP, et moins de blocs indéterminés. Cependant, il n'a entraîné aucune différence sur la douleur post-opératoire ni sur la consommation d'opioïdes. En résumé, dans cette étude, le QLB diffuse mieux que le TAP, mais sans vraiment d'avantage clinique démontré. En tout cas, dans le cadre d'un protocole ERAS. Une autre étude est intéressante, sortie également l'année dernière. Vous savez qu'il y a pas mal d'études qui ont comparé la morphine intratécale aux blocs de paroi dans les césariennes sans montrer de bénéfice des blocs. La morphine intratécale reste jusqu'à maintenant toujours la technique de référence. Dans cette étude, Giral a comparé le QLB à la morphine intratécale pour la prise en charge de la douleur après césarienne programmée. Chez 101 patientes, les deux techniques ont offert une analgésie comparable avec un petit avantage sur la douleur au mouvement pour le QLB à la 6e heure, mais une consommation de morphine similaire à 24 heures. Le QLB a toutefois permis un délai plus long avant la première demande de morphine et beaucoup moins de prurite que dans la morphine intratécale, mais également une meilleure récupération fonctionnelle à 24 heures. Il concluait sur le fait que pour eux, le QLB est une alternative efficace et mieux tolérée, intéressante notamment chez les patientes présentant une contre-indication ou une intolérance aux morphiniques. Il faut noter quand même que c'est plus compliqué à gérer que la morphine intratécale. Le QLB était bilatéral, ce qui est logique, et il était réalisé en post-opératoire en salle de réveil. Il faudrait bien sûr d'autres études pour confirmer ces résultats. En attendant, ça reste une alternative ou ça devient une alternative intéressante. Maintenant, la vedette, qui fait toujours couler beaucoup d'encre, le bloc des érecteurs du rachis. Petit rappel anatomique, l'objectif est d'injecter en avant des muscles érecteurs pour bloquer les racines postérieures. C'est le rond et la flèche verte. Sur le plan anatomique, on admet sa pertinence et de façon intuitive, on perçoit l'intérêt potentiel dans certaines chirurgies, comme la chirurgie du rachis. Mais certains ont supposé qu'il pouvait y avoir une diffusion antérieure vers l'espace paravertébral et les racines ventrales. Du coup, il a été proposé pour d'autres chirurgies, notamment thoraciques ou mammaires, et il commence à y avoir pléthore d'études sur ce sujet. Il y a déjà eu d'autres études anatomiques auparavant qui vont dans le même sens, mais je vais vous présenter la dernière. Dans cette étude sur cadavres publiée dans RAPM cette année, qui permet de préciser les structures réellement atteintes par l'infiltration du bloc, les auteurs ont réalisé 20 infiltrations au niveau de T9 sur 10 cadavres avec 20 ml de ropivacaïne et de bleu de méthylène, puis ont procédé à la dissection. Les résultats montrent une diffusion longitudinale importante dans l'espace sous les érecteurs sur environ 10 niveaux vertébraux, mais aucune coloration des rameaux antérieurs. Les auteurs concluaient sur le fait que le bloc des érecteurs n'agit pas comme un bloc paravertébral par procuration, mais principalement sur les rameaux dorsaux et musculaires paravertébrales. Ces données anatomiques invitaient pour eux à repenser son mécanisme d'action et sa classification. Ce sont des résultats sur des cadavres, mais qu'en est-il chez le vivant? Eh bien, c'est la même chose. Dans cette étude sur 12 volontaires sains, dans laquelle les auteurs ont soigneusement relevé l'extension de l'anesthésie cutanée sur les parois postérieures et antérieures, je vous laisse lire la conclusion. Et pourtant, anatomiquement, le passage existe. En tout cas, au niveau thoracique, il existe bien des hiatus, comme vous voyez ici, au niveau des ligaments costo-transverses, et comme vous pouvez le voir sur ce dessin issu de Pernkopf. Alors, peut-être en augmentant les volumes ? Il y a bien un effet volume dans cette étude anatomique. Les auteurs ont comparé l'extension du colorant après 10 ml ou 30 ml. À 30 ml, le colorant passe vers l'espace paravertébral et les racines antérieures. Mais néanmoins, ça reste limité et pas vraiment extensif. Et même s'il y a eu un passage en péridurale, même remarque, quid chez le vivant. Dans cette étude sur 10 volontaires, effectivement, avec 30 ml, il y a un passage antérieur. Comme vous pouvez le voir sur cette IRM chez tous les 10 volontaires. Mais il n'est pas forcément associé à une anesthésie dans les territoires des racines antérieures, car seulement 4 volontaires sur 10 ont eu une anesthésie dans le territoire des racines antérieures. Bref, si je peux me permettre une analogie, si vous voulez remplir le lavabo B, est-ce que vous remplissez d'abord le A jusqu'à ce que plein, il se vide dans B, ou bien vous remplissez directement le B?
D'autant que je vous laisse apprécier la distance entre les deux points de ponction. Alors bien sûr, le bloc paravertébral nécessite une plus grande rigueur dans la réalisation, mais techniquement, il n'est pas beaucoup plus compliqué qu'un bloc des érecteurs. En pratique clinique, qu'est-ce que cela donne? Voici une belle étude de non-infériorité multicentrique parue cette année qui a comparé le bloc des érecteurs 30 ml au bloc paravertébral thoracique pour la prise en charge de la douleur après chirurgie mammaire oncologique majeure. Parmi les 292 patientes incluses, 75% des patientes sous érecteurs ont nécessité de la morphine en salle de réveil, contre seulement 50% dans le groupe paravertébral. Les scores de douleur étaient plus élevés avec les érecteurs et la couverture sensitive du thorax antérieur était incomplète chez plus de la moitié des patientes. Aucun effet indésirable grave n'a été observé et les auteurs concluaient sur le fait que le bloc paravertébral reste la technique de référence pour la chirurgie mammaire majeure, les érecteurs apparaissant significativement moins efficaces, même si pour beaucoup ils apparaissent comme plus simples et plus sûrs. Mais je vous ai dit ce que j'en pensais. Comme pour le QLB, il a été proposé comme technique d'analgésie pour la chirurgie de la hanche. Et une revue récente a été publiée. Pourtant, 2 études anatomiques ont déjà montré l'absence de passage du plan des érecteurs vers les espaces paravertébrales ou les racines antérieures en lombaire. De plus, je vous rappelle que l'on a toujours le fascia dans son lombaire et que si ça ne passe pas par ici, il y a peu de chances que ça puisse passer de là jusque là. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas d'équivalent du passage à travers le ligament costo-transverse comme en thoracique. Il existe peut-être une efficacité par d'autres modes d'action, mais qui reste à trouver et à prouver. Enfin, je ne voudrais pas parler les blocs autour du serratus, préférable d'ailleurs à PEC 2. Rapidement, en ce qui concerne le bloc interpectoral, ancien PEC 1, je rappelle qu'il concerne des branches du plexus brachial et qu'il est uniquement moteur. Concernant les blocs autour du serratus, l'injection peut être superficielle, réalisée entre les muscles grand pectoral et serratus, ou plus profonde, entre les muscles serratus et intercostal. L'injection peut être encore plus postérieure, à proximité du muscle grand dorsal. Mais avant tout, il est important de comprendre l'innervation du sein. On retrouve le nerf supraclaviculaire issu du plexus cervical en rose, qui sort derrière le sternocléido-mastoïdien. En bleu, c'est la branche latérale du nerf intercostal et en vert, la branche antérieure du nerf intercostal. Quand vous faites un bloc paravertébral, vous allez bloquer la totalité du nerf intercostal. Par contre, vous n'aurez pas la partie innervée par le nerf supraclaviculaire. Avec une injection autour du serratus, vous n'avez bien sûr pas le nerf supraclaviculaire, mais également il va manquer la branche antérieure, la verte. D'autre part, concernant le rameau traversant le serratus, il n'y a pas beaucoup de différence que vous injectiez au-dessus ou en dessous du muscle serratus. Si vous injectez plus postérieur, il n'y a pas non plus d'énormes différences, peut-être une diffusion ascendante plus importante qui pourrait être intéressante en cas de curage ganglionnaire. Bref, il est surtout important d'avoir bien compris l'anatomie pour choisir opportunément la bonne technique. Dans cette étude multicentrique française d'Albi Felzer, publiée en 2025, a été évaluée l'efficacité du bloc interpectoral et serratus versus un placebo chez 182 patientes opérées d'une chirurgie mammaire conservatrice avec biopsie du ganglion sentinelle. Le bloc a réduit significativement le recours à une analgésie de secours dans les 3 premières heures post-opératoires, à savoir 43% contre 61% dans le groupe placebo. Les scores de douleur étaient également plus faibles, sans différence sur la satisfaction ou les effets indésirables. En conclusion, le bloc autour du serratus diminue la douleur aiguë après chirurgie oncologique mineure. Par ailleurs, l'analyse en sous-groupe a montré que son efficacité était plus importante chez les femmes âgées, plutôt minces, avec une forte poitrine et en cas d'incision multiple et avec des tumeurs centrolatérales comme l'anatomie nous le laissait prévoir. Donc voilà ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui et j'attends vos questions bien sûr. Je n'ai pas parlé du canal des adducteurs car je vais vous en parler dans la live démo ensuite. N'hésitez pas à discuter sur les blocs de diffusion, il y a énormément de littérature et souvent contradictoire. J'ai pris les positions qui me semblaient les plus pertinentes, mais j'ai bien conscience que l'on peut ne pas être d'accord, bien sûr, bien évidemment, mais on peut en discuter. Merci de votre attention.